Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet sur lequel j'avais envie de parler avec vous depuis un certain temps déjà. Et en fait la mouche m'a piqué maintenant pour vous faire pour vous donner quelques exemples chiffrés de ce que peuvent apporter les pilotages sonores à titre factuel. Voilà, et donc d'en discuter avec vous pour que vous compreniez en fait pourquoi les centaines, milliers d'heures passées à travailler derrière ces outils-là permet d'obtenir pour vous des gains et vous permet clairement de vous payer le luxe de libérer du temps. Voilà, donc en toute modestie bien évidemment, puisque voilà, c'est un travail certes de fourmi, mais qui derrière a un but: optimiser le temps, augmenter la puissance des effets et vous permettre en tout cas d'évoluer et d'avancer, bon gré, mal gré, même si vous n'avez pas encore les moyens d'acheter votre PRK1U. Donc moi, il faut savoir que là-dedans, j'ai rien à gagner du tout. Je suis utilisatrice du PRK1U, mais je ne le distribue pas. Il y a plusieurs personnes qui distribuent le PRK1U et il suffit de me contacter pour que je vous donne les noms. Voilà. Il permet une certaine puissance, mais bon gré malgré le fait que je l'ai depuis plus de 4 ans désormais, eh ben, j'ai obtenu une aide grandiose et significative grâce à ce système. Voilà, là où avant, en fait, j'y arrivais pas. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout le monde sait ici que j'ai eu des graves problèmes de dos et très jeune. J'ai été opérée à l'âge de 29 ans. Et donc, j'ai passé ma vie moi-même à courir les médecins, entre guillemets, pour régler mes problèmes. Et je continue de le faire d'ailleurs. Voilà. Sauf qu'avec les musiques, j'arrive à stabiliser ou réduire, amoindrir des effets qui font que je consomme moins d'antalgiques et que forcément, j'ai moins besoin de consulter aussi, etc. Et qu'en plus, ça me permet de dégager une capacité de travail, entre guillemets, bon gré, mal gré, tout ça. J'arrive quand même à rester un membre productif de la société. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, on fait un petit calcul du temps qu'on peut gagner grâce au pilotage sonore. Alors, c'est pas un format qui peut convenir à tout le monde parce qu'on a le PRK1UM qui permet d'injecter directement sur une carte SD des séquences, des listes de séquences numériques et qui vont vous soutenir dans votre travail. Les efforts de concentration sont importants, bien évidemment. Moi, je continue d'en faire et dès que je le peux, dès que j'en ai les moyens, parce que c'est pas toujours évident, il y a des priorités, je fais des séminaires où je me concentre pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, c'est pas tant ça la question, c'est pas de squeezer ce travail-là. Au contraire, il est absolument nécessaire, vous le voyez ici. Mais si on prend l'exemple du chapitre de la colonne vertébrale, par exemple, en ce qui me concerne, le chapitre de la colonne vertébrale, c'est un chapitre d'un des livres de Grigory Grabovoy pour la régénération de l'organisme humain. Et donc ce chapitre-là, moi, quand je le lis, ça peut durer 1 heure ou plus. Et si on calcule sur une année, si on devait faire ce travail-là tous les jours, voilà le nombre d'heures qu'on y passerait à l'année. On y passerait 550 heures presque. Voilà, comme vous pouvez le voir à gauche. Je me suis enregistré un pilotage vocal pour pouvoir continuer d'œuvrer à d'autres tâches ou alors de pouvoir piloter plus facilement, tout simplement parce que quand on se fait dicter les chiffres, c'est plus facile de les visualiser, mais c'est quand même un effort super intense au niveau concentration. Mais ça reste quand même un outil qu'on peut utiliser quand on est dans son lit, qu'on regarde le plafond, qu'on regarde le PRK sans être obligé à la fois de regarder le livre, puis le PRK, etc. Et donc là, déjà, si on devait travailler 1 heure par jour, on passerait 365 heures par an à faire ce travail. Voilà. Donc vous voyez, en fait, là, ce que je vous offre, c'est le luxe de vous libérer du temps. Voilà, ni plus ni moins. Et ça n'a pas de prix. Et vous verrez après pourquoi. Parce qu'on a tous des emplois du temps extrêmement chargés, on passe des heures dans les transports en commun, et on a d'autres choses à faire. Voilà, même libérer du temps pour voir ses enfants, élever ses enfants, passer du temps avec son mari ou sa femme.
C'est devenu de plus en plus difficile aujourd'hui, à moins de ne rien faire, voilà. Mais on a tous besoin de faire quelque chose et la valeur travail dans les enseignements de Grigori Grabovoï, elle est extrêmement importante. Vous comprenez? Donc on doit continuer d'être productif, quoi qu'il arrive, parce qu'on a des factures à payer, on a des loyers à payer ou des crédits maison, on doit financer les études ou la culture pour les enfants ou le sport. Voilà, on a tous des millions de choses à faire et des tonnes de trucs à payer. D'ailleurs, là, on est à la rentrée. Donc là, c'est la rentrée des classes et c'est les fournitures scolaires. Mais après, en octobre, bah, c'est les fameuses taxes d'habitation, taxes foncières et compagnie. Voilà. Donc vous comprenez qu'on vit quand même dans un système où il faut du cash. Voilà. Et donc, il faut gagner du temps sur certains axes. Et non parlons pas si c'est une personne âgée, par exemple, qui va pas être capable de se concentrer sur même une seule série numérique pendant plus de 2 minutes et encore, bah vous vous doutez que c'est compliqué. Voilà, vous vous en doutez. Même si on a pleinement nos capacités intellectuelles, bah oui, on a du travail. On a d'autres choses à faire que de rester se concentrer des journées entières. Bien sûr qu'on se concentre en continu. Moi, quand je compose les musiques, je maintiens un processus de concentration continue. Mais c'est des travaux qui peuvent durer des dizaines d'heures d'affilée. Vous comprenez? Donc, mais ça fait partie du travail. Après, dans le quotidien, bah là, on a plein de choses à faire, on n'a pas forcément le temps. Et le but, c'est de libérer du temps. Voilà, pour pouvoir se consacrer à d'autres choses, pour pouvoir se construire avec d'autres choses. Donc, comment on fait pour optimiser le temps? Voilà, moi j'ai un pilotage sonore pour la colonne vertébrale, il dure 8 minutes en tout. Et en admettant que vous l'utilisez qu'une heure par jour, que 8 minutes par jour, mais en étant pleinement concentré, sachant qu'on peut l'écouter en faisant plein d'autres choses en même temps sans que ça gêne, et même à très bas volume si on veut pas déranger ou autre. On peut l'écouter pendant ses temps de trajet pour aller au travail. Moi je connais des personnes qui font ça parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps, donc elles les écoutent pendant qu'elles roulent avec leur voiture ou pendant qu'elles font d'autres choses. On pourrait même réduire ce temps-là à 0 parce qu'il suffit juste d'aller dans sa playlist YouTube et puis d'activer le truc. Mais bon, en admettant qu'on se concentre pleinement pendant les 8 minutes où dure cette écoute. Ça nous prend que 48 ou 49 heures par an. Voilà. Vous voyez le gap, on a divisé par plus de 10 le temps de concentration pour ça. Et en plus, à titre personnel, et moi je peux en parler, mais je suis pas la seule à le dire, moi j'ai obtenu des résultats très importants grâce à ces musiques que je n'arrivais pas à obtenir avant. Et ça, c'est la stricte vérité. Parce que vous savez, quand vous souffrez de problèmes de dos, toute votre vie est anéantie. Des fois, vous n'êtes même pas capable de vous lever pour aller faire pipi. Vous n'êtes plus capable de vous lever pour aller éteindre même une lumière. Vous voyez, c'est invalidant à ce point-là. Et si on rajoute les problèmes de cervicaux que j'ai eus, où j'en ai perdu tous mes cheveux en octobre, j'étais contrainte de me tondre la tête parce que j'étais même plus capable de me coiffer. Vous doutez que pour le reste, c'est compliqué. J'étais plus capable non plus de me faire à manger ou de couper un légume sans me couper moi-même, et ainsi de suite. Et donc, ces conditions de vie-là sont très compliquées à vivre. Et quand les crises durent 3, 4, 5, 6, 7 semaines, qu'elles reviennent au moindre truc, au moindre choc psychologique, au moindre posture trop prolongée derrière un ordinateur, etc., vous voyez à quel point c'est compliqué. Donc, d'une part, j'ai obtenu une meilleure efficacité avec les pilotages sonores, mais en plus, j'ai amélioré ma qualité de vie. Et en plus, j'ai gagné en capacité de travail aussi. Voilà. Donc là, je vous remercie, mes cheveux repoussent très bien grâce à la musique Beauté des cheveux. Quoi qu'ils poussaient déjà très bien en temps normal, j'ai énormément de cheveux. Mais voilà, vous voyez le choc psychologique que c'est pour une femme d'en arriver là. Et en plus d'être isolée, complètement isolée, et de faire face à ces problèmes-là, tout seul. Voilà ce que c'est. Donc voilà moi ce que je vous offre aujourd'hui. C'est d'économiser des centaines d'heures pour seulement une question. Alors si on parle de d'autres questions, c'est des milliers d'heures. C'est des milliers et des milliers d'heures par an. Ok ? Bon, on continue sur cet exemple, parce qu'on a tous plus ou moins un travail ou une activité, mais si on part du principe qu'on travaille,
et que on passe trop de temps dans les transports et que du coup on n'a pas le temps de se concentrer. Beaucoup de personnes disent ça et des fois c'est fatigant aussi de se concentrer. Bon, mais ça faut le comprendre, ça dépend des états où on va se trouver. Mais c'est important aussi de se concentrer tel qu'on le fait à gauche. C'est très important de s'aménager du temps pour faire ça, ne serait-ce qu'1 heure par semaine. Vous comprenez? Moi, ce dont je vous parle, en fait, c'est d'optimiser votre temps pour les problèmes les plus urgents, les problèmes les plus sérieux, les plus sévères, les problèmes qui n'ont pas connu de solution avant autre, ou alors tout simplement parce que vous avez besoin de gagner du temps. Et il y a des personnes qui travaillent beaucoup, comme moi, et on a besoin de gagner du temps pour piloter. Donc, on va voir en chiffres ce que ça donne quand on libère du temps pour piloter et qu'on écoute ces musiques en travaillant en même temps ou en faisant autre chose. On va voir ce que ça représente comme coût à l'année en fonction des niveaux de rémunération qu'on peut avoir. Alors là, j'ai nivelé tout simplement pour toute catégorie de personnes. Et vous verrez que pour une personne qui gagne à la base plus que ça, donc par exemple tout en haut, moi dans mon taf habituel, c'est plutôt ça que je suis censée gagner. Bon, donc voilà ce que ça représente en termes de volumétrie monétaire, hein, de s'arrêter de travailler pour de s'interrompre. Voilà. Alors qu'avec les pilotages sonores, on peut continuer de travailler quand même pendant qu'on les écoute. Donc quand on gagne 10 € de l'heure, vous voyez, avec les pilotages sonores, ici, on ne perd que ça. Et encore, les pilotages sonores, on peut dire que c'est 0 en vrai, parce que finalement, on peut les mettre même pendant notre trajet pour aller au travail, au pire si on peut vraiment pas les écouter après. Donc vous voyez l'économie que ça représente pour une personne. Voilà, si une personne gagne 10 € de l'heure et qu'elle passe ses journées à devoir se concentrer sur un problème important qu'elle a besoin de résoudre, vous voyez, on est déjà à plus de 5 000 € par an en valeur monétaire si on échange son temps contre de l'argent, ce qui est le cas dans le travail. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Voilà, si on gagne 50 € de l'heure, admettons, voilà. Là, on arrive à une économie qui avoisine les 30 000 €. Et pour quelqu'un qui est chef d'entreprise ou qui fait des métiers un peu plus, et bon, j'ai pas compté, hein, il y a des avocats qui prennent 200 € ou plus de l'heure, etc. Enfin bon, il y a des gens qui prennent 1 000 € de l'heure, enfin peu importe. Mais je vous donne déjà les premières strates pour dégrossir simplement, où là on est à plus de 50 000 € par an de temps de gagner. Si on traduit le temps en argent, c'est ça, parce que time is money, c'est clair. Le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas perdre des heures de conversation téléphonique pour un pilotage à 22 €. Vous comprenez bien. Voilà. Ça, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, ça fonctionne pas comme ça. On va prendre un autre exemple qui est très commun et sur lequel, c'est un exemple tout à fait pratique si on parle en termes de diabète, par exemple. Voilà, les coûts liés à la prise en charge du diabète, et ça en France. Parce que forcément, en France, nous, on a énormément de chance. On est très chanceux. On paye très, très cher pour ça, avec la CSG et compagnie. Mais bon, disons que c'est une pathologie qui explose en Occident parce qu'on bouffe n'importe quoi et on nous cache des sucres absolument partout et pour n'importe quelle raison. Le truc, c'est que nous, les Français, nous avons énormément de chance parce qu'on est soignés correctement et on a accès à des soins, disons, presque gratuits. Allez aux États-Unis, on a des petits garçons qui, dès l'âge de 8 ans, deviennent diabétiques de type 2. Et on a des gens qui se font amputer de leurs membres. Ben oui, parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens de se soigner, malheureusement. Les plus pauvres d'entre eux, non seulement ne peuvent pas s'alimenter correctement, et la nourriture qui va être la plus accessible pour leur budget va forcément les rendre malades. Et en plus, ils peuvent pas se soigner. Voilà. Mais forcément, comme nous, on a tendance à manger n'importe quoi et que les industriels rajoutent du sucre dans les aliments pour nous rendre de plus en plus dépendants, parce qu'il faut savoir que le sucre, c'est aussi addictif que la cocaïne.
c'est tous les circuits dopaminergiques qui vont être enclenchés, etc. Et on n'a pas l'activité physique qui va derrière. Alors, pour vous donner un exemple sur les coûts du diabète en France, je vais parler du cas français parce que voilà, c'est ce qui nous concerne en premier lieu, nous, francophones, on va dire, mais dans toute la francophonie, on n'a pas forcément le système de santé que nous, on va avoir. Donc là, c'est des chiffres pour l'année 2021. Donc la Caisse nationale d'assurance maladie va estimer que le coût direct du diabète est estimé à environ 9 milliards d'euros par an, soit près de 10% des dépenses totales de l'assurance maladie. Bon. Les coûts incluent suivi médical, médicaments, dont insuline, quand c'est le cas, parce que des fois, les personnes ne prennent pas forcément d'insuline. Il y a des cas où elles s'arrêtent à la metformine ou ce qu'on appelle le glucophage. Voilà. Le matériel, pour les cas les plus poussés d'insulinodépendance, comme ma mère est insulinodépendante, elle a du matériel, des lecteurs de glycémie, elle a des piqûres tous les jours par des infirmiers qui se déplacent tous les jours pour aller la voir, etc. Donc vous voyez, c'est tout ça que ça représente comme poids pour la société, sans compter tous les dégâts, les 2 AVC, toutes les autres complications, rétinopathie, neuropathie, voilà. Donc tout ça, c'est des coûts en plus qui viennent se rajouter, évidemment, quand on avance très très loin dans ce type de problème-là, parce que les conséquences du diabète sont vraiment extrêmement étendues, parce que c'est une maladie extrêmement vicieuse qui s'attaque à tout l'organisme. Voilà. Alors je rappelle à juste titre que les pilotages vocaux et sonores ne constituent pas un traitement médical et qu'ils n'excluent d'aucune manière le droit de consulter un médecin reconnu par l'ordre des médecins. Les techniques d'enseignement proposées par Grigory Grabovoy peuvent être utilisées seulement à titre personnel, en complément bien sûr d'un suivi médical et d'un traitement prescrit par le médecin. Mais c'est sûr que si vous filez un coup de main à votre médecin en réduisant certains chiffres sur vos analyses ou en améliorant vos conditions de vie, c'est sûr que votre médecin traitant va être super content. Ça, c'est clair. Voilà. Donc la prévalence, en termes de prévalence, on a en France 3,9 millions de personnes qui sont traitées pour un diabète, majoritairement de type 2, et ça c'est, je me demande, c'est un type de diabète. Alors dites-moi si je fais des erreurs pour les médecins qui suivent la chaîne, parce qu'il y en a plusieurs qui utilisent les pilotages sonores, sûrement parce qu'eux aussi ils n'ont pas le temps, ils sont trop occupés à vous sauver la vie quand vous avez décidé de vivre n'importe comment, de manger n'importe quoi et de boire n'importe quoi. Voilà. Donc en France, voilà, on est près de 4 millions de personnes à souffrir de ce problème. Et puis ça va en s'empirant en fait. Bah oui, parce qu'avant ça, il y a ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, et c'est déjà... voilà, il me semble qu'il y a un laps de temps où on peut annuler, inverser le diabète, mais bon, quand on arrive à des stades où on a des problèmes de peau et d'autres problèmes, là, c'est qu'on est vraiment un truc avancé. Et là, généralement, il me semble que c'est irréversible. Donc 6% de la population adulte est impactée par ces problèmes-là, ces problèmes de glycémie, d'excès de glycémie dans le sang, et donc de diabète de type 2, parce que le diabète de type 1, c'est complètement différent, c'est autre chose, on est avec ça. L'autre jour, j'ai écouté une dame qui est psychiatre, mais qui est l'épouse d'un neurologue, et elle fait passer systématiquement des IRM cérébraux aux personnes qui ont des troubles mentaux. Et en fait, elle a constaté une chose, c'est que le niveau de glycémie dans le sang impactait directement aussi l'état mental de la personne, sachant qu'il va impacter le microbiote, enfin l'excès de sucre va impacter le microbiote, il va augmenter la création de dysbiose intestinale, etc. Enfin voilà, on a beaucoup de choses qui vont tourner autour de ça. Et ben nous, Français, on aime bien la petite baguette de pain, tout ça, mais c'est du sucre pur, ça aussi, voilà. Et donc, elle soigne les gens, cette dame-là, elle soigne les gens, alors je me souviens plus de son nom, mais elle soigne les gens en
en réduisant leur glycémie, et je crois qu'elle leur impose un régime type cétogène, dire que c'est un régime où il y a pas du tout de glucides et que des protéines et du gras. Bon, moi je suis pas forcément, fan parce que je pense qu'il faut juste manger équilibré et que des glucides, on en a quand même besoin parce que c'est le carburant pour nos muscles et notre cerveau de toute façon. C'est juste qu'à un moment, les cellules, elles résistent, elles n'arrivent plus à laisser rentrer le sucre pour pouvoir être utilisé comme carburant. Et du coup, ça crée une glycémie en excès et ça se stocke ensuite sous forme de graisse. Et donc, elle a trouvé, cette dame, que le sucre avait un rapport avec les maladies mentales, voilà. Et inversement, les maladies mentales créent des dépendances au sucre, etc. Parce que là, autour du sucre, il y a énormément de choses à dire. Voilà, j'ai un pilotage notamment pour la psychose maniaco-dépressive qui a été tellement efficace qu'on a obtenu en 1 semaine des effets assez remarquables et que du jour au lendemain, la personne a stoppé ses addictions au sucre. Voilà, je vais pas m'étendre sur les détails, mais c'est des addictions au sucre qui sont là depuis toujours, depuis absolument toujours, et qui étaient véritablement démesurées de mon point de vue, et qui se sont stoppées net à l'usage de ce pilotage. Mais voilà, parce qu'il y avait un lien avec cet état-là, tout simplement. Le coût moyen par patient, si on divise les dépenses totales par le nombre de patients traités, je parle encore une fois en France, donc là on parlait de 9 milliards, 3,9 millions de patients, on est à 2300 € par patient et par an. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Parce que clairement, c'est 2300 € et 2300 € par an et par patient, 9 milliards. Donc 9 milliards que nous, on paye avec nos cotisations, enfin en tout cas pour les travailleurs. Tout le monde paye la CSG de toute façon, mais je vais pas faire de commentaires sur les finances publiques parce qu'on sait très bien que notre argent, on sait pas tellement où il va, mais dans tous les cas, on sait là où ça va pour cette partie-là. Donc, si un diabète est équilibré, par exemple, sans complications, là, on passe de 800 à 1500 € par an. Donc voilà, ça reste un coût quand même, mais faut voir les dégâts que ça fait sur l'humeur, sur l'état général, etc. et sur tout le reste de la qualité de vie. Enfin, c'est assez énorme. Donc, quand on est dans des cas de diabète avec des complications, comme des néphropathies, des rétinopathies, des hospitalisations suite à des problèmes cardiovasculaires ou autres, euh, là, on passe de 5 à 10 000 € par an. Bon, c'est une fourchette assez large, mais ça dépend de la gravité des cas. Mais bon, vous doutez que quelqu'un qui se mange 2 AVC plus une démence vasculaire cérébrale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les vaisseaux vont être attaqués et la personne va perdre tout en autonomie, va plus être capable de se concentrer, etc. Ça n'a pas de prix. On est d'accord, ça n'a pas de prix. Ça n'a absolument pas de prix. Donc le coût à vie estimé, si on considère un diagnostic vers l'âge de 50 ans, parce qu'en général, c'est des choses qui surviennent à l'âge de 50 ans, sauf que la psychiatre que j'écoutais l'autre jour expliquait qu'au CHU, ils arrivaient à avoir des petits bébés qui, dès l'âge de 8 jours seulement, présentaient des diabètes de type 2 parce que la maman avait bouffé des cochonneries pendant toute sa grossesse. Voilà. Bon, je suis pas en train de vous faire culpabiliser, mais il faut quand même un petit peu se réveiller au bout d'un moment, c'est qu'on est quand même responsable des merdes qui nous arrivent et qu'à un moment donné, quand on arrive à faire en sorte que son bébé, à l'âge de 8 jours, soit déjà diabétique de type 2, alors qu'habituellement, ça arrive plutôt vers ces âges-là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et on est responsable de tout. L'autre jour, je regardais une étude qui parlait des malformations qui pouvaient survenir sur des embryons et des petits bébés et qui pointait en fait l'alcool, donc sachant qu'avant les gens buvaient, les femmes pouvaient boire même pendant qu'elles étaient enceintes, mais ça se limite pas qu'aux femmes, ça concerne aussi les hommes, parce que même un homme qui boit un verre de whisky dans les 3 mois qui précèdent la conception peut provoquer des malformations, notamment cardiaque, sur son futur bébé. Voilà. Donc on a tous notre part de responsabilité dans l'histoire et on n'est pas des victimes. Non, on se sort les mains des poches et on fait en sorte d'aller mieux, de changer de comportement, d'être actif, voilà, parce que le pilotage, c'est pas juste ça agit potentiellement sur la matière, c'est que des fois, inconsciemment, on change carrément de comportement.
Donc on change de comportement alimentaire, on change de comportement sur le plan activité physique. Il va se passer plein de choses comme ça. Bon, donc admettons qu'on part sur un diagnostic vers l'âge de 50 ans, ce qui est quand même tard. Moi, ma mère, à 30 ans, elle était déjà diabétique. Il n'y a pas qu'elle, hein. J'ai des membres de ma famille qui se sont retrouvés très rapidement insulinodépendants, mais je pense qu'aussi, ils buvaient, ils bouffaient n'importe quoi. Il faut le dire, voilà. Et les 2 membres de la famille en question, bah, je les ai perdus, voilà. Et il y en a d'autres encore. Donc, vous voyez, c'est une question forcément qui me concerne de près, notamment parce qu'il y a des prédispositions génétiques et que moi, courant ce risque-là moi-même, eh ben, dès que j'ai pu être en âge de comprendre que c'était important, bah, j'ai éliminé tout simplement presque tous les sucres rapides de ma vie. Voilà, il en reste toujours un peu, mais voilà, j'ai pris acte du fait que je pouvais risquer plus en moyenne que n'importe qui de devenir diabétique un jour et forcément, bah, j'ai adopté les comportements qui allaient avec. Voilà, donc avec une vie saine et une alimentation normalement, la plus saine possible, mais c'est pas toujours, facilement tenable, voilà. Donc si on considère une espérance de vie qui est plus longue pour nous, et Dieu merci, heureusement, hein, disons 80 ans en moyenne, ce que je trouve très jeune encore, hein, ça représente 30 ans de prise en charge en moyenne, donc 2 300 € par an en moyenne, ça équivaut à 70 000 € par patient sur une vie entière, et je pense que là c'est plus que ça, parce que vu que les gens deviennent diabétiques de plus en plus jeunes, bah, vous voyez le tableau. Alors si on a des complications graves, on passe à 150 000 € sur une vie entière, et je pense qu'encore c'est sous-estimé. Voilà, clairement, voilà. Donc pour résumer, les chiffres, 3,9 millions de patients en France sont suivis, dépenses totales annuelles environ 9 milliards d'euros par an, le coût moyen par patient par an 2 300 €, le coût à vie en moyenne sur une durée de 30 ans 69 000 €, avec complications graves de 100 à 150 000 €, voire plus. Voilà un petit peu le topo de ce que nos bêtises peuvent nous amener à faire. Voilà. Et des fois, ben, on n'y peut rien. Il y a une part d'hérédité. Non seulement il y a une part d'hérédité qui va faire qu'on va être plus vulnérable, mais après, il y a des comportements alimentaires, clairement. Je veux dire, quand on voit, par exemple, en Afrique du Nord, on est capable de foutre la moitié d'une boîte de sucre dans un récipient pour faire du thé, dans une théière, bah, vous vous doutez qu'on va pas aller très loin dans la vie en buvant du thé de cette façon-là. Enfin, moi, je sais, je l'ai vu, hein, parce que moi, mes parents sont d'origine tunisienne, donc je peux vous assurer que les glucides à gogo, il y en a, mais c'est en ce qui concerne l'Occident, bah, en fait, il suffit pas de boire du thé super sucré pour en arriver là, hein. On a l'alcool, on va avoir la nourriture industrielle et puis tous les gâteaux, tout ça, qui sont merveilleux, mais qui hélas, donnent des apports en sucre absolument énormes. Et bah, rien que les céréales pour les gosses, les jus de fruits, qu'on achète en se disant que c'est super bien pour eux et tout, bah, ça leur fait péter un câble, et vous remarquerez que les enfants, qui mangent des glaces, des crèmes glacées ou qui boivent un jus d'orange, deviennent tout de suite extrêmement turbulents et insupportables, parce qu'en fait leur corps est chargé de sucre et ils ont besoin d'éliminer, toute cette énergie qui est en trop. Et puis que, bah, voilà, si on va plus loin, ça va jusqu'à impacter dans les maladies mentales, voilà. Donc moi, j'ai une musique, qui régule la glycémie, mais c'est pas la seule musique qui tourne autour, des questions de régulation de la glycémie. Mais j'ai plusieurs personnes qui me rapportent avoir eu, des bilans sanguins absolument nickel chrome, après avoir utilisé, une ou deux des musiques qui traitent au moins de ce thème-là. Et soit l'addiction au sucre, soit la régulation de la glycémie tout court. Donc on a l'exemple de Franck qui a plié en 20 jours, c'est-à-dire que voilà, on a eu des analyses avant, après, il n'y avait plus rien à ce niveau-là. Sachant que, j'ai pas les chiffres, mais on devait être quand même sur quelque chose d'assez avancé, puisque ça partait de problèmes de peau, et je pense que quand on arrive au moment où on a des problèmes de peau, c'est que c'était assez sévère quand même. Voilà. Bon, on a le cas d'une maman
qui souffre de cette pathologie, qui avait une hémoglobine glyquée qui approchait les 8%. Donc on était clairement sur quelque chose de vraiment pas équilibré en termes de diabète, et qui est passé à 6,4. Et encore, la dame écoute les sons seulement quand sa fille lui rend visite. Donc elle les écoute pas forcément tous les jours. Et vous voyez que déjà, en aidant ses proches, comme ça, en améliorant un petit peu le bien-être, bah, on peut grappiller quand même, passer de 8 à 6,4. Bah, apparemment, pour quelqu'un qui est du domaine, bah, c'est absolument énorme et assez spectaculaire comme différence, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc en résumé, la musique qui régule la glycémie, entre guillemets, hein, tout en rappelant les choses essentielles, c'est que c'est pas un traitement médical, voilà, et ça on le sait tous très bien. Mais en améliorant sa qualité de vie et en changeant d'attitude et de comportement, bah oui, ça va jouer, évidemment que ça va jouer. Mais pas que, parce que moi, je sais que ma mère, elle bouffe vraiment n'importe quoi et que bah, elle a de meilleurs résultats, et pourtant, elle s'en met des trucs qu'elle devrait jamais se mettre, même tout court. Voilà. Donc là, on a réduction, stabilisation, voire annulation de problèmes liés à la régulation de la glycémie. On a eu le cas. Voilà. Et puis, bah, là, toutes les personnes qui ont des analyses qui sortent nickel, chrome, etc. Donc, vous voyez, la musique, son coût était de 22,22 €. Bah, voilà. Est-ce qu'il y a encore des volontaires pour venir m'expliquer qu'en gros, en travaillant 18 heures par semaine, je n'ai pas le droit d'augmenter mes coûts? Voilà. Est-ce qu'il y a encore des volontaires pour dire ça? Bah, moi, je sais pas. Mais en tout cas, je suis assez sûre de moi, là, pour dire ces choses. Parce que de toute façon, selon Grigory Grabovoy, la maladie, en fait, c'est une disharmonie vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Mais parce que nous-mêmes, en fait, on doit structurer notre conscience pour s'adapter à l'environnement. Et preuve en est que même de nombreux scientifiques font des recherches sur des petits animaux, etc., et qui subissent des mutations génétiques extrêmement rapides juste parce que l'environnement a énormément changé. Mais que quand il y a un truc qui va pas dans notre vie, eh ben, on va pas être bien et on va tomber malade. Voilà. Et moi, je sais que j'étais capable de redéclencher des Covid juste parce que je voyais une mauvaise nouvelle dans les actualités, qu'un fait divers a été relancé pour X raisons, du coup, ça mouline dans la tête. Et rien que les états émotionnels déjà nous affectent. Moi, ce que j'ai comme image par rapport à ce que Grabovoy dit, c'est, vous voyez, dans la musique baroque, on a des instruments assez anciens qui sont très, très sensibles aux changements de température, qui vont très vite se désaccorder. Et nous, quand on fait des concerts dans des églises, on a affaire à des conditions de température, voire d'humidité qui vont être très différents. Et quand c'est en hiver et qu'il fait froid, bah, c'est très compliqué de chauffer des espaces comme ça. Et quand on a donné le Dixit Dominus, qui est une œuvre d'Handel qui comporte de nombreux instruments baroques, les instruments se désaccordaient sans arrêt, en fait. Donc, vous voyez, là, on a l'exemple d'un objet qui est un peu notre prolongement, qui du coup, va tomber malade lui-même parce que l'environnement externe ne va pas tout à fait correspondre. Vous voyez, voilà. Ce que Grabovoy dit, notamment aussi par rapport à la maladie, c'est que des fois, si on n'arrive pas à guérir, c'est parce qu'on a un bénéfice secondaire à rester malade. Par exemple, si ça nous empêche de faire certaines activités qu'on n'a pas envie de faire, ou tout simplement quand on a un bénéfice quelconque à travers ça. Ça peut être financier, ça peut être parce qu'on va avoir plus d'attention de la part des personnes, parce que tout ça, voilà, et donc c'est de notre responsabilité en fait de réaccorder notre instrument pour qu'il matche bien avec notre environnement externe, pour qu'on s'adapte. Et voilà, dans la génétique humaine, on voit bien qu'il y a des peuples qui ont développé des caractéristiques spécifiques physiques pour pouvoir mieux résister au froid.
Et inversement, c'est-à-dire que toute l'humanité tout entière, toute la diversité des physionomies qu'on va avoir, c'est de l'épigénétique, c'est des changements, c'est des adaptations pour supporter, voilà, si on est trop soumis aux rayons ultraviolets, au soleil qui abîme la peau, on va avoir une peau qui va s'assombrir. Quand on n'a pas assez de lumière, elle va s'éclaircir. Si voilà, on vit dans le froid, on va peut-être avoir plus de masse graisseuse au niveau du tronc pour pouvoir protéger les organes du froid. Le gras va protéger aussi des chocs, donc il est aussi nécessaire. On sait très bien qu'on a des femmes qui, une fois qu'elles ont une masse graisseuse trop inférieure, vont devenir stériles, parce que voilà, ça a une fonction. Et inversement, trop va rendre malade et rendre stérile aussi potentiellement. Enfin, vous voyez. Et voilà, ils ont étudié, j'ai pas l'article là, mais je vous en reparlerai plus tard si d'aventure j'en ai l'opportunité. Ils avaient étudié des petits rongeurs qui vivaient dans un environnement près de Chicago, je crois. C'était des chipmunks et ils ont vu que même la forme de leurs dents a changé en quelques générations parce que leur nourriture a changé, le mode de vie a changé. La ville s'est développée et est devenue beaucoup plus bruyante. Donc, leur sensibilité auditive a réduit pour pouvoir s'adapter à cet environnement sonore qui était supérieur à celui que leurs ancêtres avaient. Donc, vous voyez, les changements, finalement, épigénétiques sont déjà très, très rapides en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Donc, voilà, vous vous doutez que pour nous, là, le travail qu'on fait, c'est pareil. Peut-être qu'on va aller plus vite. Mais si on change notre réalité extérieure, c'est parce qu'on a changé déjà à l'intérieur, nous. Et que si on déménage dans tel ou tel endroit, c'est pas par hasard, c'est parce que notre état de conscience, il a changé. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Et donc, ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est le fruit de notre conscience individuelle et de la conscience collective qui, par ailleurs, va être plus forte. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, on peut avoir des difficultés, des blocages dans nos résultats, tout simplement parce que la conscience collective, le courant de la conscience collective va être beaucoup trop fort pour nous. Et quand on nage à contre-courant, vous savez ce que ça fait. Mais si vous arrivez à sortir de la conscience collective, vous allez survoler ce courant inverse qui est beaucoup trop fort pour vous. Et vous allez pouvoir, même pas le contrer, vous allez le survoler, et puis c'est tout. Donc on en est là. Voilà, donc pour résumer, on a des votes qui sont faits sur la page communauté qui permettent de jauger. Et donc, voilà, quand on n'a pas de ressenti, pas de résultat, soit il faut être patient parce qu'au bout de quelques mois, ça arrive. La régularité est importante. Et après, il y a l'état de conscience. Et après, il y a les causes racines aussi. Il y a les causes racines. Peut-être qu'il y a des causes sous-jacentes beaucoup, beaucoup plus profondes qui vont venir affecter vos résultats. Mais voilà, concrètement, pensez à ça. Pensez à ça, voilà, et le temps important que je mets à réduire ensuite votre temps de contrôle, c'est un luxe énorme au regard de tout ce qu'on a vu là. Et donc, voilà, c'est une justification que je ne devrais pas avoir à faire parce que normalement, les gens qui sont sains d'esprit l'ont compris avec tout ce qui suit. Mais c'est important que vous le compreniez parce que des fois, on va pas forcément faire l'effort de chercher, de comprendre, de connaître les coûts, les chiffres, etc. Mais vous doutez qu'être heureux, en bonne santé, dans le bonheur, tout ce que tu veux, c'est ce que l'être humain va chercher à avoir. Voilà, c'est naturel, on va tous avoir des réflexes de survie, on va tous avoir besoin d'aller mieux dans nos vies, sauf quand on n'a pas envie d'aller mieux, parce qu'il y a d'autres raisons diverses qui peuvent faire, ou parce qu'il y a des choses qui nous semblent insurmontables, sauf qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout surmonter puisque tout est possible. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous embrasse fort, et puis je vous dis à très bientôt.